Le silence de la cathédrale gothique pesait plus lourd que les voûtes de pierre au-dessus de leur tête. Chaque souffle retenu par l'assemblée semblait se cristalliser dans l'air glacial. Un millier de regards fixés sur la main gantée du prince Louis, alors qu'elle s'avançait pour soulever le voile d'Amélie. Le tissu, une cascade de dentelles anciennes et de perles, n'était pas un simple ornement, mais une frontière, le dernier rempart fragile entre sa vie passée et le destin qui lui était imposé. Pour Amélie, le monde n'était qu'un flou de vitraux aux couleurs de joyaux et le parfum suffocant des lys blancs qui emplissaient l'autel. Son cœur battait un rythme sourd et désespéré contre ses côtes, une prière silencieuse que personne n'entendrait jamais. Elle n'était plus une femme, mais un symbole, un sacrifice nécessaire sur l'autel de la continuité dynastique, et le prince devant elle était son geôlier au visage d'ange impassible. Le baiser qui suivit ne fut pas celui d'un amant, mais le sceau froid et définitif d'un contrat. La pression de ses lèvres sur les siennes fut brève, presque clinique, dénuée de toute chaleur ou tendresse. C'était un acte de possession, une formalité accomplie devant Dieu et les hommes pour légitimer l'accord qui les liait. Amélie sentit le parfum subtil de son eau de Cologne, un mélange de cuir et d'épices mêlé à l'odeur âcre de l'encens qui brûlait dans les encensoirs. Il se recula aussitôt, son visage une sculpture de marbre impénétrable. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, un instant suspendu, où elle put plonger dans l'océan glacial de ses yeux. Elle n'y vit ni joie ni désir, seulement le poids écrasant du devoir, la solitude d'un homme enchaîné à sa propre couronne. Il était un prince, un futur roi, mais à cet instant, il n'était qu'un prisonnier de son propre sang. Un soupir collectif, un murmure presque imperceptible parcourut l'assemblée lorsque leurs lèvres se séparèrent. C'était le son du soulagement, la reconnaissance tacite que la lignée était désormais assurée. La dynastie avait trouvé sa future mère. Amélie sentit le poids de ces milliers d'yeux sur elle, la disséquant, la jugeant, la réduisant à sa seule fonction procréatrice. Du coin de l'œil, elle aperçut le hochement de tête sec et approbateur de la reine matriarche, une femme dont le visage était une carte de pouvoir et de traditions inflexibles. Les murmures des courtisans, étouffés derrière leurs éventails et leurs gants, lui parvenaient comme des piqûres d'aiguilles. Sa robe blanche, d'une valeur inestimable, lui semblait soudain être un linceul de soie, l'enveloppant dans une beauté stérile. Elle n'était plus Amélie, la conservatrice d'art passionnée. Elle était devenue son Altesse Sérénissime, un titre aussi magnifique que vide, une coquille dorée pour une âme captive. Alors qu'il se tournait pour faire face à la cour, la main du prince Louis se posa sur son bras. Son contact était ferme, possessif, mais totalement dénué de chaleur, les doigts d'un gardien sur sa précieuse prisonnière. C'était la confirmation physique de sa nouvelle réalité, une cage dorée qui venait de se refermer sur elle pour toujours. Son cœur battait une complainte furieuse contre le satin rigide de son corset, un tambour de protestation silencieux que seul son corps pouvait entendre. L'image de l'encre séchant sur le contrat lui revint en mémoire, une tache sombre et indélébile sur les pages blanches de son avenir, mais aussi la seule lueur d'espoir pour les enfants de l'orphelinat qu'elle avait juré de protéger. Si cette histoire où le devoir écrase le cœur commence déjà à vous toucher, si le silence de cette union forcée résonne en vous, alors abonnez-vous pour ne rien manquer du destin d'Amélie et laissez un j'aime pour nous montrer que vous êtes à ses côtés dans cette épreuve. Leur marche le long de l'interminable allée centrale n'était pas une célébration joyeuse, mais une procession solennelle, presque funèbre. Le grand orgue de la cathédrale se déchaîna dans une fugue triomphale de Bach. Mais pour Amélie, ces notes majestueuses sonnaient comme un chant funèbre pour la liberté qu'elle venait de perdre. Les pas du prince étaient mesurés, assurés, le son régulier d'un souverain réclamant son dû, résonnant sur le marbre poli. Elle s'efforçait de synchroniser sa propre démarche, ses petits souliers de satin glissant en silence sur le sol froid, une ombre suivant son maître. Dans le reflet d'un pilier de marbre noir, elle entrevit son propre visage, une étrangère pâle et magnifique, parée d'une robe de conte de fées, un fantôme élégant assistant à son propre enterrement. Chaque pas la rapprochait de la porte massive, de la lumière du jour et de la foule en liesse, mais chaque pas l'enfonçait plus profondément dans les ténèbres de sa nouvelle vie. Au moment où ils atteignirent le seuil monumental de la cathédrale,
prêts à affronter les acclamations d'un peuple ignorant du pacte qui venait d'être scellé, un geste minuscule et secret trahit la tempête qui faisait rage en Amélie. Ses doigts, dissimulés dans les plis luxueux de sa robe, se crispèrent pour former un poing serré, les ongles s'enfonçant doucement dans la paume de sa main. C'était un acte de défi invisible, une promesse silencieuse faite à elle-même. Elle ne serait pas seulement le ventre de la nation, le pion d'un jeu politique. Une étincelle de feu pur brilla dans ses yeux, un éclat de volonté si fugace que le prince Louis, perdu dans le labyrinthe froid de ses propres pensées protocolaires, ne le remarqua pas. La grande porte s'ouvrit, les inondant d'une lumière aveuglante et des clameurs de la foule. Mais à l'intérieur d'Amélie, une ombre de résistance venait de naître, tenace et prête à se battre. La porte du palais, massive et sculptée, se referma derrière eux avec la finalité d'une porte de tombeau, coupant net les acclamations du monde extérieur. Le silence qui s'ensuivit fut plus assourdissant que le bruit de la foule. Amélie se retrouva dans un hall immense, un désert de marbre poli où leurs pas résonnaient comme des accusations. L'air était froid, imprégné d'une odeur de cire d'abeille et de fleurs coupées qui n'avaient pas de parfum, une perfection stérile qui contrastait violemment avec le chaos chaleureux de son ancienne vie. Elle ferma les yeux un instant, et l'odeur fantôme de la térébenthine et du papier jauni de son petit atelier parisien lui revint, un souvenir si vif qu'il lui fit mal. Là-bas, la poussière dansait dans les rayons du soleil qui filtraient par une fenêtre modeste, et chaque objet racontait une histoire. Ici, chaque objet criait une valeur, mais restait désespérément muet, une collection d'artefacts sans âme dans une cage dorée. Avant ce palais, il y avait les murs familiers de l'orphelinat Sainte-Geneviève, le seul foyer qu'elle ait jamais connu. Ce n'était pas un lieu de luxe, mais de rires d'enfants et de l'odeur réconfortante du pain chaud le matin. Sa chute avait commencé par une lettre, un simple morceau de papier au sceau officiel qui annonçait la saisie imminente des lieux pour des dettes fiscales oubliées, une manœuvre bureaucratique cruelle qui menaçait de jeter des dizaines d'enfants à la rue. Amélie se souvenait de la panique glaciale qui l'avait saisie, du visage fatigué de sœur Agnès, les mains tremblantes alors qu'elle relisait la notification. Elle avait passé des nuits blanches à chercher des solutions, à frapper à des portes qui restaient closes, à sentir l'étau de l'impuissance se resserrer autour de son cœur. Le monde qu'elle s'était construit, un monde de beauté, d'art et de protection pour les plus faibles, s'effondrait comme un château de cartes face au vent glacial de la réalité financière. C'est dans ce désespoir que l'offre royale était arrivée, présentée non comme une bouée de sauvetage, mais comme une transaction commerciale froide. La rencontre avait eu lieu dans un salon privé du palais, sous le regard scrutateur de la reine matriarche. La vieille reine n'avait pas perdu de temps en politesse. Ses mots étaient des éclats de glace, analysant la pureté de la lignée d'Amélie, sa santé, sa fertilité présumée, comme on inspecterait un pur sang avant une vente aux enchères. Amélie s'était sentie déshabillée, réduite à une fonction biologique, sa valeur en tant que femme et qu'experte en art complètement effacée. Le contrat, posé sur une table en marqueterie, était un document épais, rempli de clauses qui dictaient chaque aspect de sa future vie jusqu'à la couleur des murs de la nurserie. Signer, c'était vendre son corps et son avenir, mais c'était aussi le seul moyen de sauver les enfants. Sa main avait tremblé en saisissant le stylo, l'encre noire scellant sa honte et leur salut. Désormais, princesse, elle errait dans les couloirs interminables du palais, une silhouette solitaire dans une robe trop belle pour être réelle. Les serviteurs s'inclinaient en silence, leur visage impassible renforçant son sentiment d'isolement. Un après-midi, incapable de supporter plus longtemps l'ordre rigide de ses appartements, elle commit un petit acte de rébellion. Elle ouvrit les lourds rideaux de velours pour laisser entrer la lumière du soleil, déplaça une chaise pour qu'elle fasse face à la fenêtre plutôt qu'à un portrait austère d'un ancêtre royal, et posa un simple bouquet de fleurs sauvages, cueillies dans un coin oublié du jardin, sur une table de chevet. Ce n'était rien, un souffle de vie dans une pièce qui sentait le renfermer, mais pour elle, c'était tout. C'était la preuve qu'Amélie, la femme qui aimait la lumière et la simplicité, existait encore sous les couches de soie et de devoir qui l'étouffaient. Chaque nuit, avant de s'endormir dans le lit monumental et froid, elle sortait de sa cachette un petit carnet de croquis aux pages cornées. C'était la seule chose personnelle qu'elle avait réussi à emporter de son ancienne vie.
Assise près de la haute fenêtre, sous la lumière blafarde de la lune, elle dessinait de mémoire les visages des enfants de l'orphelinat. Le sourire édenté de Léo, les yeux espiègles de Chloé, la concentration sérieuse de Paul devant un livre. Ses doigts, couverts de la poussière de graphite, se sentaient enfin vivants. Le papier fin était un refuge, un portail vers un monde où elle n'était pas un titre, mais simplement Amélie. Ces portraits silencieux étaient une promesse, un rappel constant de la raison de son sacrifice. Ils étaient aussi une encre qui l'empêchait de se noyer complètement dans l'océan glacial de la vie de cour, un monde étranger dont elle ne comprenait ni les courants, ni les monstres qui se cachaient sous sa surface scintillante. Son premier dîner officiel fut une épreuve par le feu. Assise à la droite du prince Louis, qui restait enfermé dans un silence distant, elle se sentit observée par des dizaines de pères d'yeux critiques. Le cliquetis des couverts en argent sur la porcelaine fine était le seul son qui brisait la tension. Lorsqu'un duc âgé lui posa une question pointue sur la provenance d'un vin rare, Amélie, plus habituée aux conversations sur l'art qu'à l'œnologie, répondit avec une honnêteté simple qui provoqua des sourires condescendants. La reine matriarche intervint, sa voix douce mais tranchante comme une lame, corrigeant son manque de raffinement, avec une précision chirurgicale qui la fit rougir jusqu'aux racines des cheveux. Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les refoula. Elle releva le menton, croisa le regard glacial de la reine et répondit d'une voix calme, empreinte d'une dignité inattendue, que sa passion avait toujours été pour les trésors qui nourrissaient l'âme, et non ceux qui remplissaient les verres. Un silence surpris tomba sur la table. La bataille ne faisait que commencer. La bibliothèque royale était devenue son seul sanctuaire, un labyrinthe silencieux où les fantômes de penseurs et de poètes lui tenaient compagnie. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, Amélie s'y était réfugiée, enveloppée dans un simple châle de cachemire par-dessus sa chemise de nuit de soie. La lune, pleine et laiteuse, déversait ses rayons argentés à travers les immenses fenêtres gothiques, dessinant des motifs spectraux sur les reliures en cuir et les parquets cirés. L'air sentait le temps, le papier jauni et la cire d'abeille, un parfum qui apaisait le chaos dans son cœur. Elle laissa ses doigts courir sur le dos d'un volume ancien, un recueil de poésie qu'elle avait aimé dans une autre vie, une vie qui lui semblait désormais appartenir à une autre femme. C'était un monde de silence, un monde à elle, jusqu'à ce qu'une ombre se détache de l'obscurité et qu'une voix basse et glaciale ne brise le sortilège, la faisant sursauter violemment. Il se tenait là, près d'une immense cheminée de marbre, presque invisible dans la pénombre, si ce n'était le léger reflet de la lune sur les boutons de sa chemise entr'ouverte. Le prince Louis, sans la rigidité de son uniforme, semblait à la fois plus jeune et infiniment plus dangereux. « Que faites-vous ici » Sa question n'était pas une simple curiosité, mais une accusation, le ton d'un propriétaire découvrant un intrus sur ses terres. L'air entre eux se chargea d'une électricité palpable, un mélange de peur et de défi. Amélie sentit son cœur battre à tout rompre, mais elle refusa de baisser les yeux. Elle redressa les épaules, le livre toujours pressé contre sa poitrine comme un bouclier fragile. « Je lisais, monseigneur. J'avais du mal à dormir. » Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru, une petite flamme de résistance dans l'obscurité imposante de sa présence. Il s'avança lentement, chaque pas mesuré résonnant sur le bois, réduisant la distance qui les séparait. Alors qu'il approchait, la lumière de la lune éclaira pleinement son visage, et pour la première fois, Amélie vit au-delà du masque de prince impassible. Il y avait des ombres sous ses yeux, une tension dans les muscles de sa mâchoire qui trahissait une fatigue profonde, une lassitude qui n'avait rien à voir avec le faste de sa position. Il n'était pas seulement un geôlier, il était lui aussi un prisonnier. Son regard descendit vers le livre qu'elle tenait. Une lueur de reconnaissance, presque de surprise, traversa ses prunelles d'un bleu glacial. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, un contraste saisissant avec la froideur de son attitude. Le parfum de son eau de Cologne, plus subtil la nuit, un mélange de bois de santal et de nuit fraîche, l'enveloppa, troublant ses sens et brouillant la frontière entre la peur et une curiosité interdite. « Verlaine », dit-il, et sa voix avait perdu sa dureté, se transformant en un murmure rauque qui fit frissonner la peau d'Amélie. Un choix inattendu pour une princesse. Il ne la regardait plus comme un objet de contrat,
mais comme une énigme. Il tendit la main, non pour la toucher, mais pour effleurer la couverture usée du livre. Son geste était lent, presque hésitant, et ce contact indirect, par l'intermédiaire de l'objet qu'elle chérissait, fut plus intime que le baiser qu'ils avaient échangé devant l'autel. Un instant suspendu, hors du temps et du protocole, où ils n'étaient plus le prince et la roturière, mais simplement un homme et une femme partageant un secret silencieux dans une bibliothèque baignée de lune. Elle vit dans ses yeux une solitude qui faisait écho à la sienne, un abîme de devoirs et de secrets aussi profond que le sien. Pour la première fois, elle ne vit pas son ennemi, mais un autre captif. Puis, aussi vite qu'il était apparu, le masque de glace reprit sa place. Il se raidit, retirant sa main comme s'il s'était brûlé. Ses yeux redevinrent distants, impénétrables. Les nuits d'une princesse devraient être consacrées au repos, pas à des lectures futiles. Vous avez un devoir à accomplir. Chaque mot était une pierre jetée pour reconstruire le mur entre eux. Il fit volte-face, sa silhouette redevenant celle d'un souverain autoritaire. Il ne lui laissa même pas le temps de répondre, la laissant seule avec le silence et le battement effréné de son propre cœur. La porte se referma derrière lui avec un clic feutré, mais le changement dans l'atmosphère était irréversible. Le froid était revenu, plus mordant qu'avant, car il était désormais teinté du souvenir d'une chaleur fugace et impossible, une promesse de quelque chose qui ne pourrait jamais exister entre eux. Amélie resta immobile pendant de longues minutes, le souffle court, sa main posée là où la sienne avait touché le livre, comme pour en conserver une chaleur fantôme. La bibliothèque n'était plus un sanctuaire paisible, mais un lieu hanté par la complexité de l'homme qui venait de la quitter. Il n'était pas le monstre monolithique qu'elle avait imaginé. Il était une créature de contraste, de glace et de feu cachés, de devoirs et de désirs enfouis. Cette brève rencontre avait tout changé. Elle n'avait pas seulement vu une fissure dans son armure, elle avait entrevu l'âme vulnérable qu'elle protégeait. La peur qu'elle ressentait pour lui se mêlait désormais à une émotion nouvelle et bien plus dangereuse, la compassion. Et au fond de son cœur, une question terrifiante commençait à germer. Était-il possible de haïr un homme dont on comprenait la douleur? La nuit serait longue et le sommeil, désormais, lui semblait encore plus lointain. Les jours qui suivirent leur rencontre nocturne s'installèrent dans une routine glaciale, une guerre silencieuse, menée à coups de silence pesant et de regards fuyants. Le petit déjeuner dans la salle à manger aux proportions écrasantes était devenu leur champ de bataille principal. Amélie, refusant de se conformer à l'étiquette rigide qui exigeait une conversation vide de sens, commença à apporter un livre à table. C'était un acte de défi subtil mais puissant. Elle tournait les pages lentement, son attention entièrement absorbée par les vers d'un poète oublié, créant une bulle d'intimité intellectuelle au milieu du faste stérile. Le prince Louis, assis à l'autre bout de la table monumentale, observait ce manège par-dessus le bord de sa tasse en porcelaine. Le cliquetis de sa cuillère contre la soucoupe était le seul son qui trahissait son irritation croissante. Cette femme, cette roturière qu'il avait achetée, osait l'ignorer, érigeant une forteresse de papier et d'encre entre eux. Son orgueil était piqué au vif, mais une curiosité involontaire se mêlait à sa colère. Quel monde pouvait bien la captiver au point de la rendre indifférente à la puissance qu'il représentait? La confrontation éclata quelques jours plus tard. Il la trouva dans l'une des innombrables galeries du palais, debout devant un portrait de la reine Éléonore, une ancêtre connue pour sa piété et son austérité. Il s'approcha d'elle, ses pas résonnant sur le parquet en mosaïque, déterminé à réaffirmer son autorité. « Votre comportement à table est inacceptable », déclara-t-il sans préambule, sa voix froide coupant le silence respectueux du lieu. Amélie ne se tourna pas immédiatement. Elle laissa ses doigts effleurer le cadre doré du tableau avant de lui faire face, son regard calme et insondable. « Et quel comportement serait acceptable, monseigneur? Celui d'une poupée de porcelaine qui sourit et approuve en silence. » Sa question, posée sans animosité mais avec une fermeté d'acier, le déstabilisa. Il s'attendait à des larmes, à de la peur, pas à cette dignité tranquille. « Votre devoir est de respecter les traditions de cette maison, » rétorqua-t-il, sa mâchoire se contractant. « Mon devoir, » répondit-elle doucement, « est de ne pas me perdre, même ici. » Elle reporta son attention sur le portrait. Regardez ses yeux. Elle n'était pas seulement une reine.
Elle était une femme terrifiée. Ce fut une micro-révélation pour Louis. Habitué à voir ses portraits comme des symboles de sa lignée, des icônes de pouvoir, il n'avait jamais vraiment regardé les visages. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, il s'approcha et observa le tableau. Amélie avait raison. Derrière la rigidité de la pose et la richesse des atours, les yeux de la reine Éléonore contenaient une tristesse infinie, une résignation qui lui parut soudain familière. Elle a été mariée à 15 ans à un homme qui en avait 40, continua Amélie d'une voix neutre, son savoir de conservatrice d'art devenant une arme inattendue. Elle a donné 3 héritiers au royaume et est morte en couche en donnant naissance au 4e. Son histoire n'est pas celle d'une couronne, mais d'un sacrifice. Un silence s'installa entre eux, plus profond et plus complexe que tous les précédents. Pour la première fois, elle ne l'avait pas défié avec insolence, mais avec la vérité. Elle lui avait montré que même dans son propre château, dans l'histoire de son propre sang, se cachèrent des douleurs qu'il n'avait jamais daigné voir, des parallèles avec leur propre situation qui le mettaient profondément mal à l'aise. Cette nouvelle dynamique, ce jeu subtil de pouvoir intellectuel et émotionnel, se poursuivit dans les semaines qui suivirent. Il la testait, lui imposant des dîners officiels et des réceptions où il savait qu'elle se sentirait déplacée. Mais au lieu de se recroqueviller, elle utilisait son intelligence et son empathie pour naviguer dans ces eaux infestées de requins. Elle ne parlait pas de politique ou de finance, mais elle charmait un vieux général en discutant de l'art de la stratégie à travers les tapisseries de bataille, ou captivait une duchesse en analysant la symbolique cachée de ses bijoux. Louis se retrouvait à l'observer de loin, un mélange confus de fierté et de ressentiment tourbillonnant en lui. Elle était sa création, sa princesse par contrat, mais elle refusait de n'être que cela. Elle brillait d'une lumière propre, une lumière qu'il n'avait pas prévue et qu'il ne pouvait contrôler. Et ce qui le terrifiait le plus, c'était de se rendre compte qu'au lieu de vouloir l'éteindre, une partie de lui, de plus en plus grande, désirait s'en approcher. Un soir, lors d'un bal somptueux, un noble arrogant et aviné fit une remarque désobligeante sur les origines modestes d'Amélie, assez fort pour qu'elle l'entende. Une vague de murmures parcourut le groupe de courtisans à proximité et Amélie se figea, son visage devenant d'une pâleur de marbre. Elle s'apprêtait à tourner les talons avec la dignité silencieuse qui était devenue sa marque de fabrique quand la voix de Louis, tranchante comme une lame de glace, fendit l'air. « Le duc oublie », dit-il en s'avançant pour se placer aux côtés d'Amélie, posant une main protectrice dans le creux de son dos. Que la valeur d'une princesse ne se mesure pas à l'or de son berceau, mais à la noblesse de son cœur. Et sur ce point, son Altesse surpasse de loin quiconque dans cette salle. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Le geste était si inattendu, si contraire à sa froideur habituelle, qu'il équivalait à un coup de tonnerre. Amélie sentit la chaleur de sa main à travers la soie de sa robe. Un courant électrique qui la parcourut de la tête aux pieds. Elle leva les yeux vers lui, stupéfaite, et vit dans son regard une flamme féroce et possessive qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle se tenait seule sur le balcon de ses appartements, respirant l'air frais parfumé au jasmin, il la rejoignit. La tension entre eux était différente, chargée non plus seulement d'hostilité, mais d'une conscience aiguë de l'autre. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Il se tint à côté d'elle, ses mains agrippées à la balustrade de pierre, son regard fixé sur les jardins obscurs en contrebas. « Il vous a manqué de respect, » répondit-il sobrement, « et vous êtes ma femme. Une insulte qui vous est faite est une insulte qui m'est faite. » C'était une explication basée sur l'orgueil, sur la possession, mais Amélie entendit ce qui n'était pas dit. Elle sentit la fissure dans son armure, l'émotion brute qui se cachait derrière les mots froids du devoir. Elle ne répondit pas, et ils restèrent là, côte à côte dans le silence de la nuit, deux étrangers liés par un contrat, mais qui venaient de découvrir qu'ils pouvaient aussi être des alliés. La guerre n'était pas terminée, loin de là, mais les règles du jeu venaient de changer de manière irrévocable, et aucun d'eux ne savait encore qui allait en sortir vainqueur. La naissance de l'héritier se déroula dans le silence feutré de l'aile privée de l'hôpital royal, un monde stérile de blancheur et de technologie de pointe. Quand on lui présenta enfin le petit paquet chaud et fragile, Amélie sentit une vague d'amour si féroce et si pure qu'elle lui coupa le souffle, effaçant des mois de peur et de solitude. Louis entra dans la chambre quelques instants plus tard,
son visage une étude de tension et de curiosité contenue. Il s'approcha du berceau avec une lenteur presque craintive. En voyant le visage minuscule de son fils, une touffe de cheveux sombres et des doigts minuscules agrippés au vide, quelque chose dans son masque de glace se fendit. Il tendit la main, son doigt effleurant la joue douce du bébé. Un sourire, un vrai sourire, imperceptible mais indéniable, étira le coin de ses lèvres. Dans ce moment suspendu, ils n'étaient plus un prince et sa princesse de contrat, mais simplement un père et une mère, unis par le miracle fragile d'une nouvelle vie. Un instant de paix, une promesse silencieuse d'un avenir possible, avant que la porte ne s'ouvre pour laisser entrer la tempête. La reine matriarche entra dans la chambre, non pas comme une grand-mère aimante, mais comme une inquisitrice. Son regard balaya la scène avec une froideur calculée, s'arrêtant à peine sur le nouveau-né avant de se fixer sur son fils. Elle ne prononça aucune félicitation, aucun mot de tendresse. « Le protocole doit être respecté », déclara-t-elle, sa voix tranchante brisant la quiétude de la pièce. Pour la sécurité de la lignée et la stabilité du royaume, la confirmation de la parenté est une nécessité, pas un choix. Ces mots pendaient dans l'air, froids et lourds comme des chaînes. Amélie sentit le sang se glacer dans ses veines. Elle serra instinctivement son bébé contre elle, un geste de protection futile. Louis se raidit, le bref instant de chaleur paternelle s'évaporant comme de la rosée sous un soleil de plomb. Il se tourna vers sa mère, son visage redevenant une forteresse impénétrable. La demande n'était pas une suggestion, c'était un ordre royal, une affirmation brutale que ce bébé n'était pas un enfant, mais un atout dynastique qui devait être vérifié, certifié et estampillé. Les jours qui suivirent furent un purgatoire de silence et d'attente. Amélie fut reconduite au palais, mais elle n'était plus une princesse. Elle était une suspecte confinée dans ses appartements dorés. Les murmures des serviteurs la suivaient dans les couloirs, des sifflements venimeux qui la déshabillaient de sa dignité. Louis l'évitait, enfermé dans son bureau ou dans de longues réunions avec sa mère et ses conseillers. Le doute planté par la reine germait en lui, empoisonnant le souvenir de la douceur fragile qu'il avait ressentie dans la maternité. Puis un matin, un laquais apporta un simple document dans une enveloppe scellée du sceau royal. Ce n'était qu'une feuille de papier, mais elle contenait le pouvoir de détruire des vies, de faire s'effondrer des mondes. L'enveloppe fut remise à la reine matriarche, qui convoqua immédiatement la cour dans la salle du trône. Amélie reçut l'ordre de s'y présenter seule. Le moment de son jugement était arrivé, et elle savait avec une certitude glaciale qu'elle n'aurait ni avocat ni pitié. Traverser les longs couloirs du palais pour se rendre à la salle du trône fut la plus longue marche de sa vie. Vêtue d'une simple robe de soie pâle, encore faible de son accouchement, elle se sentait comme un fantôme flottant vers son propre échafaud. Chaque portrait d'ancêtre royal semblait la regarder avec un mépris accusateur. Les gardes en uniforme, immobiles comme des statues, ne sciaient pas à son passage, mais elle sentait le poids de leurs regards silencieux. La salle du trône était bondée. Toute l'aristocratie du royaume était là. Un parterre de visages curieux et hostiles, une mer de soie et de bijoux qui scintillait cruellement sous les lustres de cristal. Il formait une haie de déshonneur qu'elle devait franchir. Au bout de la salle, sur son trône élevé, siégeait Louis, son visage une sculpture de marbre. À ses côtés, debout, se tenait la reine matriarche, l'enveloppe fatidique à la main. Amélie avança, chaque pas résonnant dans le silence oppressant, son cœur battant un rythme funèbre. La reine matriarche brisa le seau de cire avec un craquement sec qui résonna dans toute la salle. Elle déplia le document avec une lenteur théâtrale, ses yeux balayant l'assemblée pour s'assurer de leur attention totale. Puis sa voix claire, froide et sans la moindre trace d'émotion s'éleva dans le silence de mort. Les résultats du test de parenté, conduits par les laboratoires royaux et certifiés par 3 experts indépendants, sont sans équivoque. Elle fit une pause, laissant la tension atteindre son paroxysme. L'enfant né de son Altesse Sérénissime la princesse Amélie ne partage aucune des lignées génétiques de la famille royale. Un hoquet de stupeur collectif parcourut la salle, suivi d'un déferlement de murmures choqués. Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le monde se mit à tourner, les visages se déformant en masques grotesques de mépris et de pitié. Elle chercha le regard de Louis, sa seule ancre dans cette tempête, mais ne trouva qu'un abîme de douleur, de fureur
et de trahison. Elle se tenait là, au centre de la salle du trône, seule et exposée, la sentence de la reine l'ayant marquée au fer rouge du déshonneur. Le mot adultère n'avait pas été prononcé, mais il hurlait dans chaque regard, dans chaque murmure étouffé. Elle était devenue une paria, une étrangère souillée qui avait osé tromper le sang de la nation. Son sacrifice, son contrat, son silence, tout cela était réduit à néant, transformé en la preuve de sa culpabilité. Louis restait figé sur son trône, son visage blême, ses poings serrés sur les accoudoirs dorés. Son silence était plus assourdissant que n'importe quelle accusation. Il ne la défendait pas. Il ne la regardait même plus. Il la condamnait par son inaction, la livrant au loup. La reine matriarche la fixait avec un triomphe glacial, la victoire d'une reine qui avait éliminé une menace pour sa lignée. Pour Amélie, la chute était totale, une humiliation publique et brutale qui brisait non seulement son statut, mais son âme même, la laissant anéantie sous le poids d'un mensonge qu'elle ne pouvait pas démentir. L'expulsion fut silencieuse, non pas un bannissement mais un effacement. Amélie fut conduite à l'aile la plus reculée du palais, une suite d'appartements magnifiques et oubliés, dont les fenêtres donnaient sur les murs austères de la cour intérieure. Le silence y était d'une qualité différente, plus profond, plus lourd, comme si le son lui-même n'osait pas s'aventurer dans ce lieu de disgrâce. Elle n'était plus une princesse, mais un fantôme confiné, une mère dont l'enfant était considéré comme la preuve vivante de sa honte. Chaque jour, une nourrice au visage impassible venait prendre le bébé pour sa promenade protocolaire dans les jardins, des jardins qu'Amélie n'avait plus le droit de fouler. Elle regardait depuis sa fenêtre, une silhouette pâle derrière le verre froid, son cœur se brisant un peu plus à chaque fois que la petite silhouette de son fils disparaissait au coin d'une allée, la laissant seule avec le luxe glacial de sa prison et le poids assourdissant de son innocence bafouée. Pendant ce temps, Louis se noyait dans un océan de devoirs et de doutes. Il s'immergeait dans les affaires de l'État, président des conseils, signant des décrets, son visage un masque de concentration impénétrable. Mais la nuit, lorsque le silence du palais devenait son seul compagnon, le masque se fissurait. Il se retrouvait aéré dans les couloirs, ses pas le menant invariablement vers l'aile interdite où Amélie était recluse. Il ne s'approchait jamais, s'arrêtant à une distance respectueuse, comme si la porte de ses appartements était une frontière qu'il n'osait pas franchir. Le souvenir de son visage dans la salle du trône le hantait. Non pas la culpabilité, mais une stupeur brisée, une dignité qui refusait de s'effondrer même sous le poids de l'humiliation universelle. Il se répétait les mots de sa mère, la preuve irréfutable, mais une voix au fond de son âme, une voix qu'il s'efforçait d'ignorer, lui murmurait que quelque chose était terriblement, fondamentalement faux. Amélie, dans sa solitude, avait transformé sa chambre en un sanctuaire secret. Le monde extérieur lui étant refusé, elle se mit à créer le sien. Avec le peu de fusain qu'elle avait trouvé dans une vieille boîte à dessin abandonnée, elle commença à couvrir les murs de sa salle de bain, cachée derrière un paravent de soie, de fresques éphémères. Elle dessinait les visages des enfants de l'orphelinat, les rues animées de Paris, les paysages de sa mémoire. C'était un acte de défi silencieux, une façon de se réapproprier l'espace qui la confinait. Ces murs devenaient le journal intime de son âme, un témoignage de la femme qu'elle avait été et de celle qu'elle refusait de laisser mourir. Et au centre de ses dessins, encore et encore, elle esquissait les yeux de son fils, 2 points d'ancrage dans un univers qui s'effondrait, la seule vérité pure dans un monde tissé de mensonges et de cruauté. La reine matriarche, sentant l'hésitation de son fils, augmenta la pression. Elle lui présenta les documents d'annulation du mariage, préparés avec une efficacité glaciale. « Il est temps de nettoyer cette tache sur notre nom », déclara-t-elle, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « La fille sera renvoyée en France avec une pension généreuse, à condition de son silence absolu. L'enfant restera. Il sera élevé comme un parent éloigné de la cour. La lignée doit être protégée. » Louis regardait le document posé sur son bureau en acajou. La plume, trempée dans l'encrier d'argent, attendait. Signer, c'était effacer Amélie de sa vie, de l'histoire, la réduire à une note de bas de page honteuse. C'était accepter la version de sa mère, condamner une femme dont le seul crime, peut-être, avait été de lui faire entrevoir une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Son cœur se serra dans un étau de glace. Il sentait le regard de sa mère sur lui,
un poids de 1000 ans de tradition qui menaçait de l'écraser. Une nuit, une tempête violente s'abattit sur le principauté, secouant les fenêtres du palais. Le tonnerre réveilla le bébé, et ses pleurs aigus percèrent le silence de l'aile isolée. Amélie, épuisée, le berçait, lui fredonnant une vieille berceuse française, sa voix douce se mêlant au fracas des éléments. De l'autre côté du palais, Louis, incapable de dormir, entendit les pleurs lointains. Poussé par une impulsion plus forte que la raison, il traversa les couloirs sombres, guidé par ce son fragile. Il s'arrêta devant sa porte, la main levée, le cœur battant au rythme du tonnerre. À travers le bois épais, il entendit la berceuse d'Amélie, une mélodie d'une tendresse infinie qui contrastait violemment avec l'image de la traîtresse qu'on lui avait imposée. C'était la voix d'une mère consolant son enfant, un son si pur, si vrai, qu'il ébranla toutes ses certitudes. Il resta là, immobile dans l'obscurité, déchiré entre le devoir et une vérité qu'il commençait à peine à soupçonner. Le lendemain matin, le soleil perçait à travers les nuages dissipés, lavant le monde d'une lumière pâle et nouvelle. Louis, qui n'avait pas dormi de la nuit, prit une décision. Il ne signa pas les papiers d'annulation. Au lieu de cela, il convoqua le chef des archives royales dans son bureau privé. Il ne savait pas ce qu'il cherchait. Une intuition, une anomalie, n'importe quoi qui pourrait expliquer le gouffre entre la femme qu'il avait entrevue et le crime dont on l'accusait. Il ordonna une recherche complète sur le contrat de mariage, sur les finances de l'orphelinat, sur chaque document lié de près ou de loin à Amélie. C'était un acte de rébellion silencieux contre sa mère, qu'un premier pas dans l'obscurité, guidé non par la logique mais par le souvenir d'une berceuse dans la tempête. Le silence entre lui et Amélie persistait, mais il n'était plus un abîme de condamnation. Il était devenu un espace rempli de questions, un champ de bataille où sa loyauté envers la couronne allait affronter une vérité bien plus personnelle et dévastatrice. Le bibliothécaire en chef, un homme frêle aux mains tremblantes qui sentait la poussière des siècles, apporta à Louis non pas les dossiers qu'il avait demandés, mais une simple anomalie. Un registre financier de l'orphelinat Sainte-Geneviève, datant de plusieurs décennies. En le feuilletant, le prince découvrit une série de paiements anonymes et substantiels, des donations qui avaient commencé bien avant la menace de saisie et qui coïncidaient étrangement avec les dates clés de sa propre enfance. Ce n'était pas une preuve, mais une dissonance, une note fausse dans la symphonie bien orchestrée de sa vie. Pourquoi sa famille aurait-elle secrètement financé cet endroit précis, des années avant même qu'Amélie ne devienne une candidate potentielle pour le mariage? Une curiosité froide et méthodique commença à remplacer la douleur brûlante de la trahison, le poussant à creuser plus profondément, non plus dans la vie d'Amélie, mais dans les secrets enfouis de sa propre maison, un labyrinthe de mensonges qu'il commençait à peine à entrevoir. Poussé par cette intuition lancinante, Louis se rendit dans les archives privées de son père, une aile du palais interdite à tous, où le temps semblait s'être arrêté. L'air y était lourd, glacial, imprégné de l'odeur du cuir et du papier scellé. Il n'y cherchait plus la preuve d'un adultère, mais la source de ce courant souterrain qui venait de perturber la surface lisse de son existence. Ses doigts coururent sur des coffres en fer forgé, des boîtes laquées contenant des traités et des correspondances diplomatiques. Son cœur battait un rythme étranger dans le silence oppressant. Il n'était plus un prince cherchant à punir, mais un homme tirant sur un fil, sentant que ce fil était attaché non pas à sa femme, mais à la fondation même de son identité. C'est là, dans un coffre dissimulé derrière une tapisserie représentant une scène de chasse, qu'il trouva une petite boîte en bois de cèdre, fermée par une serrure complexe qui n'avait pas été ouverte depuis des décennies. Le craquement de la serrure forcée fut le seul son dans la crypte silencieuse. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux ni or, mais un seul document, un parchemin jauni et fragile, plié en 4 et scellé du sceau personnel de son père, le roi défunt. Le sceau de cire rouge, aussi sec et cassant que des feuilles mortes, se brisa sous la pression de son pouce. Une bouffée d'air ancien, l'odeur du temps capturé, s'échappa du document. Il le déplia avec une précaution infinie, ses mains, habituellement si fermes, tremblant légèrement. Les mots, tracés dans une encre brune et fanée, n'étaient pas ceux d'un traité royal ou d'un décret d'État. C'était un texte personnel, intime, rédigé dans une calligraphie élégante mais chargé d'une émotion palpable. Le titre, en lettres capitales, lui sauta aux yeux,
Des mots qui n'avaient aucun sens et qui pourtant allaient redéfinir l'intégralité de son univers en un instant. Décret d'adoption et de succession. Le monde de Louis s'effondra. Les mots dansaient devant ses yeux, chaque syllabe un coup de marteau contre les murs de son orgueil. Le document, un acte notarié secret, attestait que le roi et la reine, incapables d'avoir un enfant, avaient adopté un nouveau-né fils d'une branche lointaine et déshéritée de la famille pour assurer la continuité de la lignée. Ce bébé, c'était lui. Il n'était pas le fruit de la dynastie, mais une solution, un mensonge nécessaire pour préserver le pouvoir. La salle se mit à tourner, les portraits de ses ancêtres le regardant avec des yeux vides, des étrangers dont ils ne partageaient pas le sang. Le test ADN du bébé n'avait pas menti. L'enfant ne partageait pas la lignée royale, non pas à cause d'Amélie, mais parce que lui-même, son père, n'en avait jamais fait partie. Il était un imposteur et il venait de condamner une innocente pour un crime qu'il avait lui-même, sans le savoir, commis par sa simple existence. Une vague de nausée le submergea, suivie d'une clarté terrible et aveuglante. La cruauté de sa mère, son insistance sur la pureté du sang, l'humiliation publique d'Amélie. Tout cela n'était pas la réaction d'une reine trahie, mais l'acte désespéré d'une femme protégeant un secret à tout prix, prête à sacrifier n'importe qui pour maintenir l'illusion. Il revit le visage d'Amélie dans la salle du trône, sa dignité brisée, sa solitude absolue. Il comprit alors la profondeur de son sacrifice. Elle n'avait pas seulement vendu son avenir pour sauver un orphelinat, elle avait accepté d'entrer dans une cage dorée pour donner un héritier à un homme qui n'en était pas un. Peut-être même le savait-elle depuis le début. Il laissa tomber le document sur le sol poussiéreux, son corps tremblant d'une rage impuissante et d'un remords si profond qu'il lui coupait le souffle. Il devait la rejoindre. Il devait lui demander pardon, même s'il savait qu'aucun mot ne pourrait jamais réparer ce qu'il avait détruit. Il quitta les archives en courant, le silence du palais brisé par le bruit de ses pas précipités sur le marbre. Il n'était plus un prince, ni un juge, ni un mari trahi. Il n'était qu'un homme courant vers la seule vérité qui lui restait dans un monde de mensonges. Il traversa les couloirs qui l'avaient séparé d'elle, chaque portrait, chaque armure, chaque artefact de sa fausse lignée, lui apparaissant comme une moquerie. Il ne se souciait plus des gardes qui le regardèrent passer, stupéfaits de voir leur souverain dans un tel état de désarroi. Il n'avait qu'une seule destination, une seule obsession. La porte de l'appartement où il l'avait enfermé, la porte de sa prison dorée. Il arriva devant, le souffle court, la main levée, hésitant une fraction de seconde non plus par peur ou par orgueil, mais par la honte écrasante de ce qu'il allait trouver de l'autre côté. Une femme innocente qu'il avait publiquement et cruellement anéantie. Il frappa à la porte, non pas avec l'arrogance d'un prince, mais avec le désespoir d'un homme perdu. Les coups de son poing contre le bois sculpté n'étaient pas une sommation, mais une supplique, un son brut et fracassant qui déchira le silence protocolaire du palais. « Amélie !» Son cri n'était pas un ordre, mais un appel rauque, brisé, le nom d'une femme qu'il avait condamnée et qui était devenue son unique espoir de rédemption. À l'intérieur, elle sursauta, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était plus la voix de son geôlier, froide et distante, mais celle d'une âme à l'agonie. Une hésitation, une dernière inspiration pour rassembler les fragments de sa dignité, puis sa main se posa sur le loquet froid. La porte, ce symbole de leur séparation, cette barrière entre sa prison dorée et son monde de mensonges, était sur le point de céder, non pas sous la force de son autorité, mais sous le poids de sa vérité effondrée. Lorsque la porte s'ouvrit, le temps sembla se suspendre dans le couloir silencieux. Il se tenait là, non plus comme un souverain, mais comme un naufragé rejeté par la tempête. Ses cheveux étaient en désordre, sa chemise froissée, et dans ses yeux il n'y avait plus l'océan glacial du devoir, mais un abîme de douleur et de honte. Face à lui, Amélie était d'une pâleur de lys, ses grands yeux cernés par des nuits sans sommeil. Mais son port restait droit, une flamme de dignité indomptable brillant au milieu de sa fragilité. Leurs regards se croisèrent et se lièrent, un pont jeté par-dessus les ruines de leur vie. Il vit alors les légères traces de fusain sur le bout de ses doigts, la preuve de son jardin secret, de la vie qu'elle s'était obstinée à créer dans l'ombre de sa cruauté. Dans ce silence, il ne vit pas la femme qu'il avait achetée, mais l'âme qu'il avait tenté d'emprisonner et qui, malgré tout, avait continué à fleurir dans l'obscurité.
Il entra dans la pièce et l'espace entre eux se chargea d'une électricité insoutenable. Les mots se bousculèrent à ses lèvres, un torrent de remords qui ne pouvait plus être contenu. « Je sais », murmura-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Je sais tout. » Il ne parlait plus comme un prince, il parlait comme un homme nu, dépouillant son âme devant son unique juge. Mon adoption, le mensonge de ma mère, le test. Ce n'était pas pour vous accuser, c'était pour me protéger. Pour protéger la couronne bâtie sur une imposture. Chaque mot était un éclat de verre, lacérant l'orgueil qu'il avait défini toute sa vie. Il ne cherchait pas d'excuses, il ne demandait rien. Il se contentait de déverser la vérité empoisonnée à ses pieds, s'offrant à sa colère, à son mépris, à tout ce qu'elle voudrait lui infliger. Il avait été son bourreau, et maintenant, il était à sa merci la plus totale, attendant une sentence qu'il savait mériter 1000 fois. Amélie ne scia pas. Il n'y eut ni surprise, ni triomphe dans son regard, seulement une infinie et profonde tristesse qui le transperça plus sûrement que n'importe quelle lame. « Je savais aussi, Louis, » répondit-elle, et sa voix était d'une douceur désarmante qui brisa les dernières défenses de son cœur. « Je l'ai découvert bien avant le mariage. Une anomalie dans les archives, un portrait de votre père avec son frère cadet. Un frère dont la ressemblance avec vous était frappante, contrairement à la lignée officielle. » Elle fit un pas vers lui, comblant la distance qui les avait si longtemps séparés. Le contrat n'était pas seulement pour l'orphelinat, c'était aussi pour vous. Je savais que votre mère vous détruirait si la vérité éclatait un jour. Je pensais qu'un héritier, notre fils, pourrait devenir votre ancre, votre propre vérité dans cet océan de mensonges. Je voulais vous protéger. Cette révélation fut le coup de grâce. Ce n'était pas une traîtresse, c'était sa protectrice, son bouclier silencieux. La force de son sacrifice, de son amour secret et inconditionnel, le frappa avec la violence d'un raz-de-marée. Ses genoux cédèrent et il s'effondra, non pas à ses pieds, mais devant l'immensité de son âme. Le prince fier, l'héritier d'une dynastie factice, n'existait plus. Il n'était qu'un homme brisé, pleurant pour la première fois depuis son enfance, des larmes de honte et de gratitude qu'il avait des années de solitude glaciale. « Pardonnez-moi » sanglota-t-il, le mot arraché à ses entrailles. Elle s'agenouilla en face de lui et sa main, fine et maculée de la poussière de ses rêves, se posa sur sa joue. Elle ne prononça pas les mots. Son contact suffisait. C'était une absolution, une promesse, le début d'une guérison plus profonde que toutes les blessures qu'il s'était infligées. Le contact de sa peau contre la sienne fut comme un sacrement. Il leva la tête, son regard noyé de larmes rencontrant la douce lueur de ses yeux. La tension qui avait défini leur existence venait de se dissoudre, laissant place à une quiétude fragile et précieuse. L'air dans la pièce semblait purifié, lavé par la tempête de leur confession. C'est alors qu'il remarqua vraiment pour la première fois les murs derrière elle. Ils étaient couverts de dessins au fusain, une fresque secrète de visages d'enfants, de rues parisiennes, de paysages oubliés. C'était son âme, exposée dans toute sa beauté et sa résilience. Il se releva lentement, l'aidant à se remettre debout, et leurs mains restèrent jointes, non plus par la force d'un contrat, mais par le lien indestructible de deux âmes qui s'étaient trouvées dans les décombres. La prison était devenue un sanctuaire, et dans le silence partagé, ils comprirent que leur véritable histoire ne faisait que commencer, sur une page blanche qu'ils écriraient enfin ensemble. Le lendemain, une lueur nouvelle filtrait à travers les hautes fenêtres, non plus la lumière blafarde d'une prison, mais l'aube d'une décision irrévocable. Louis se tenait près du berceau, observant le sommeil paisible de son fils, une vérité vivante au milieu d'un royaume de mensonges. Il se tourna vers Amélie qui se tenait près de lui et prit sa main. Son contact était différent, non plus hésitant ou possessif, mais empreint d'une certitude tranquille. « Cela ne peut pas continuer, dit-il, sa voix basse mais ferme. Un trône bâti sur une tromperie n'est pas un trône, c'est une cage. Pour nous trois. » Il ne parlait plus de devoir ou de lignée, mais de liberté. Son plan était simple, terrifiant et absolument nécessaire. Il allait affronter la cour, non pour se défendre, mais pour tout révéler. Il ne demandait pas sa permission, mais son soutien. Elle répondit en resserrant sa prise, un accord silencieux qui scellait leur destin commun, non plus comme prince et princesse, mais comme complices d'une révolution intime. Leur marche vers la salle du trône
était l'antithèse de sa procession solitaire vers l'humiliation. Cette fois, ils avançaient ensemble, main dans la main, Amélie portant leur fils emmailloté dans une simple couverture de cachemire blanc. Les pas de Louis n'étaient plus ceux d'un souverain, mais ceux d'un homme marchant vers sa propre vérité. Il ne la précédait pas, il marchait à ses côtés, leur rythme parfaitement synchronisé. Les courtisans, convoqués pour une annonce d'urgence, formaient une haie silencieuse, leur visage un mélange de curiosité et d'appréhension. Les murmures s'éteignirent à leur passage. Louis ne regarda personne d'autre qu'Amélie, lui offrant de petits sourires rassurants, un langage secret qui n'appartenait qu'à eux. Ils n'étaient plus deux entités liées par un contrat, mais une seule force, une famille unie contre le monde qui avait tenté de les déchirer. Ils s'arrêtèrent non pas devant le trône, mais au centre de la salle, sur un pied d'égalité avec ceux qui les avaient jugés. Face à l'assemblée pétrifiée, Louis prit la parole. Sa voix, claire et sans trembler, s'éleva pour raconter non pas une trahison, mais un secret. Le secret de sa naissance, de son adoption, de la supercherie orchestrée pour préserver une illusion de pureté sanguine. Il ne jeta aucun blâme, ne chercha aucune pitié. Il exposa les faits avec une dignité froide, démantelant pierre par pierre l'édifice de sa propre vie. Il parla du contrat, de sa cruauté, de l'injustice qu'il avait infligée à une femme innocente, poussée par un devoir envers une lignée qui n'était pas la sienne. Un silence de mort s'abattit sur la salle, plus lourd et plus profond que lors de l'humiliation d'Amélie. Le regard de la reine matriarche, figé sur son siège d'honneur, se brisa, son visage de marbre se fissurant pour révéler la femme terrifiée sous la couronne. Le scandale n'était plus celui d'une princesse adultère, mais celui d'une monarchie entière fondée sur un mensonge. Puis il se tourna vers Amélie, et le monde entier sembla disparaître. Il prit son visage en coupe, ses pouces caressant doucement ses joues. « Et devant vous tous, déclara-t-il, sa voix s'adoucissant pour ne s'adresser qu'à elle, je demande pardon à ma femme, la seule personne dans ce royaume qui a fait preuve d'une véritable noblesse. Elle a supporté l'humiliation en silence, non par culpabilité, mais par une loyauté et un amour que je ne méritais pas. » Il s'agenouilla devant elle, un genou à terre, le geste d'un chevalier devant sa reine, non celui d'un prince devant son peuple. Il prit sa main libre et la porta à ses lèvres, y déposant un baiser long, tendre et empreint d'une vénération sacrée. Ce n'était pas le sceau froid d'un contrat, mais le serment d'une âme à une autre. Ce geste public effaçait la honte, la remplaçant par un honneur si éclatant qu'il fit baisser les yeux à ceux qui l'avaient condamné. Toujours à genoux, il leva les yeux vers elle, puis vers l'assemblée. Un homme ne peut régner sur un royaume s'il ne règne pas d'abord sur la vérité. Et la vérité est que je ne suis pas votre héritier par le sang. Il se releva, retira la lourde bague sigillaire de son doigt, l'emblème de son pouvoir et de son mensonge, et la posa sur le velours rouge du trône vacant. Je renonce à ce titre, à cette couronne et à cette vie qui n'est pas la mienne. Mon seul royaume, désormais, est cette femme et cet enfant. Il prit Amélie par la main et ensemble, ils tournèrent le dos au trône, à la cour stupéfaite, à un destin qui ne leur appartenait plus. Ils traversèrent la salle, non comme des exilés, mais comme des pionniers, s'avançant vers les grandes portes qui s'ouvraient sur la lumière du jour, laissant derrière eux une monarchie à reconstruire et une vie de silence pour une vie de vérité. Alors qu'ils s'éloignaient du palais, dans la simplicité d'une voiture sans armoirie, le soleil couchant peignait le ciel de teintes dorées et roses. Amélie avait posé sa tête sur l'épaule de Louis, leur fils dormant paisiblement entre eux. Le silence dans la voiture n'était plus une arme, mais un baume, une paix qu'ils n'avaient jamais connue. Il regarda leurs mains jointes, les siennes fortes et marquées par le poids d'une bague fantôme, les siennes fines et encore tachées de la poussière de ses rêves. Ils n'avaient plus de titre, plus de palais, plus de certitude, mais pour la première fois, ils avaient tout. Ils avaient une famille, bâtie non sur le sang ou le devoir, mais sur les ruines d'un mensonge, et reconstruite par le pardon et un amour plus fort que n'importe quelle couronne. Si leur voyage du silence à la vérité a fait vibrer votre cœur, partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus ému. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir notre prochaine histoire, où un autre amour impossible devra affronter les tempêtes du destin.